Le vicomte de Bragelonne, partie 7, chapitre 27. Le lendemain. Il était 7 heures du matin. Les premiers rayons du jour éclairaient les étangs dans lesquels le soleil se reflétait comme un boulet rougi, lorsque Athos, se réveillant et ouvrant la fenêtre de sa chambre à coucher qui donnait sur les bords de la rivière, aperçut à 15 pas de distance à peu près le sergent et les hommes qui l'avaient accompagné la veille, et qui, après avoir déposé les barils chez lui, étaient retournés au camp par la chaussée de droite. Pourquoi, après être retournés au camp, ces hommes étaient-ils revenus ? Voilà la question qui se présenta soudainement à l'esprit d'Athos. Le sergent, la tête haute, paraissait guetter le moment où le gentilhomme paraîtrait pour l'interpeller. Athos, surpris de retrouver là ceux qu'il avait vus s'éloigner la veille, ne put s'empêcher de leur témoigner son étonnement. « Cela n'a rien de surprenant, monsieur, » dit le sergent, « car hier le général m'a recommandé de veiller à votre sûreté, et j'ai dû obéir à cet ordre. »« Le général est au camp ?» demanda Athos. « Sans doute, monsieur, puisque vous l'avez quitté hier, s'y rendant. »« Eh bien, attendez-moi. J'y vais aller pour rendre compte de la fidélité avec laquelle vous avez rempli votre mission et pour reprendre mon épée que j'oubliais hier sur la table. »« Cela tombe à merveille, » dit le sergent, « car nous allions vous en prier. » Athos crut remarquer un certain air de bonhomie équivoque sur le visage de ce sergent, mais l'aventure du souterrain pouvait avoir excité la curiosité de cet homme, et il n'était pas surprenant alors qu'il laissât voir sur son visage un peu des sentiments qui agitaient son esprit. Athos ferma donc soigneusement les portes, et il en confia les clefs à Grimaud, lequel avait élu son domicile sous l'appentis même qui conduisait au cellier où les barils avaient été enfermés. Le sergent escorta le comte de l'affaire jusqu'au camp. Là, une garde nouvelle attendait et relaya les 4 hommes qui avaient conduit Athos. Cette garde nouvelle était commandée par l'aide de camp Digby, lequel, durant le trajet, attacha sur Athos des regards si peu encourageants que le Français se demanda d'où venait à son endroit cette vigilance et cette sévérité, quand la veille il avait été si parfaitement libre. Il n'en continua pas moins son chemin vers le quartier général, renfermant en lui-même les observations que le forçaient de faire les hommes et les choses. Il trouva sous la tente du général, où il avait été introduit la veille, 3 officiers supérieurs. C'étaient le lieutenant de Monck et 2 colonels. Athos reconnut son épée. Elle était encore sur la table du général, à la place où il l'avait laissée la veille. Aucun des officiers n'avait vu Athos, aucun par conséquent ne le connaissait. Le lieutenant de Monck demanda alors, à l'aspect d'Athos, si c'était bien là le même gentilhomme avec lequel le général était sorti de la tente. « Oui, votre honneur, » dit le sergent, « c'est lui-même. »« Mais, » dit Athos avec hauteur, « je ne le nie pas, ce me semble. Et maintenant, messieurs, à mon tour, permettez-moi de vous demander à quoi bon toutes ces questions, et surtout quelques explications sur le ton avec lequel vous les demandez. »« Monsieur, » dit le lieutenant, « si nous vous adressons ces questions, c'est que nous avons le droit de les faire, et si nous vous les faisons avec ce ton, c'est que ce ton convient, croyez-moi, à la situation. »« Messieurs, » dit Athos, « vous ne savez pas qui je suis. Mais ce que je dois vous dire, c'est que je ne reconnais ici pour mon égal que le général Monck. Où est-il ? Qu'on me conduise devant lui, et s'il a, lui, quelques questions à m'adresser, je lui répondrai, et à sa satisfaction, je l'espère. Je le répète, messieurs, où est le général ? Eh, mordiou ! Vous le savez mieux que nous. Où il est ? Fit le lieutenant. Moi ? Certainement, vous. Monsieur, dit Athos, je ne vous comprends pas. Vous m'allez comprendre, et vous-même d'abord parlez plus bas, monsieur. Que vous a dit le général hier ? Athos sourit dédaigneusement. Il ne s'agit pas de sourire, s'écria un des colonels avec emportement. Il s'agit de répondre. Et moi, messieurs, je vous déclare que je ne vous répondrai point que je ne sois en présence du général. Mais, répéta le même colonel qui avait déjà parlé, vous savez bien que vous demandez une chose impossible.
Voilà déjà 2 fois que l'on fait cette étrange réponse au désir que j'exprime, reprit Athos. Le général est-il absent? La question d'Athos fut faite de si bonne foi, et le gentilhomme avait l'air si naïvement surpris, que les 3 officiers échangèrent un regard. Le lieutenant prit la parole par une espèce de convention tacite des 2 autres officiers. « Monsieur, dit-il, le général vous a quitté hier sur les limites du monastère. »« Oui, monsieur. »« Et vous êtes allé ?»« Ce n'est point à moi de vous répondre, c'est à ceux qui m'ont accompagné. Ce sont vos soldats. Interrogez-les. Mais s'il nous plaît de vous interroger, vous. Alors il me plaira de vous répondre, monsieur, que je ne relève de personne ici, que je ne connais ici que le général, et que ce n'est qu'à lui que je répondrai. Soit, monsieur, mais comme nous sommes les maîtres, nous nous érigeons en conseil de guerre, et quand vous serez devant des juges, il faudra bien que vous leur répondiez. La figure d'Athos n'exprima que l'étonnement et le dédain, au lieu de la terreur qu'à cette menace les officiers comptaient y lire. Des juges écossais ou anglais, à moi, sujet du roi de France, à moi, placé sous la sauvegarde de l'honneur britannique. Vous êtes fous, messieurs, dit Athos en haussant les épaules. Les officiers se regardèrent. Alors, monsieur, dirent-ils, vous prétendez ne pas savoir où est le général? À ceci, je vous ai déjà répondu, monsieur. Oui, mais vous avez déjà répondu une chose incroyable. Elle est vraie, cependant, messieurs. Les gens de ma condition ne mentent point d'ordinaire. Je suis gentilhomme, vous ai-je dit, et quand je porte à mon côté l'épée que, par un excès de délicatesse, j'ai laissée hier sur cette table où elle est encore aujourd'hui, nul, croyez-le bien, ne me dit des choses que je ne veux pas entendre. Aujourd'hui, je suis désarmé. Si vous vous prétendez mes juges, jugez-moi. Si vous n'êtes que mes bourreaux, tuez-moi. Mais, monsieur, demanda d'une voix plus courtoise le lieutenant, frappé de la grandeur et du sang-froid d'Athos. Monsieur, j'étais venu parler confidentiellement à votre général d'affaires d'importance. Ce n'est point un accueil ordinaire que celui qu'il m'a fait. Les rapports de vos soldats peuvent vous en convaincre. Donc, s'il m'accueillait ainsi, le général savait quels étaient mes titres à l'estime. Maintenant, vous ne supposez pas, je présume, que je vous révélerai mes secrets, et encore moins les siens. Mais enfin, ces barils, que contenaient-ils? N'avez-vous point adressé cette question à vos soldats? Que vous ont-ils répondu? Qu'ils contenaient de la poudre et du plomb. De qui tenaient-ils ces renseignements? Ils ont dû vous le dire. Du général, mais nous ne sommes point dupes. Prenez garde, monsieur. Ce n'est plus à moi que vous donnez un démenti, c'est à votre chef. Les officiers se regardèrent encore. Athos continua. Devant vos soldats, le général m'a dit d'attendre 8 jours, que dans 8 jours, il me donnerait la réponse qu'il avait à me faire. Me suis-je enfui? Non, j'attends. Il vous a dit d'attendre 8 jours? S'écria le lieutenant. Il me l'a si bien dit, monsieur, que j'ai un sloop à l'ancre à l'embouchure de la rivière, et que je pouvais parfaitement le joindre hier et m'embarquer. Or, si je suis resté, c'est uniquement pour me conformer au désir du général, son honneur, m'ayant recommandé de ne point partir sans une dernière audience que lui-même a fixée à 8 jours. Je vous le répète donc, j'attends. Le lieutenant se retourna vers les 2 autres officiers et à voix basse, « Si ce gentilhomme dit vrai, il y aurait encore de l'espoir, dit-il. Le général aurait dû accomplir quelques négociations si secrètes qu'il aurait cru imprudent de prévenir, même nous. Alors, le temps limité pour son absence serait 8 jours. » Puis, se retournant vers Athos, « Monsieur, dit-il, votre déclaration est de la plus grave importance. Voulez-vous la répéter sous le sceau du serment? » Monsieur, répondit Athos, j'ai toujours vécu dans un monde où ma simple parole a été regardée comme le plus saint des serments. Cette fois, cependant, monsieur, la circonstance est plus grave qu'aucune de celles dans lesquelles vous vous êtes trouvé. Il s'agit du salut de toute une armée. Songez-y bien, le général a disparu. Nous sommes à sa recherche. La disparition est-elle naturelle? Un crime a-t-il été commis? Devons-nous pousser nos investigations jusqu'à l'extrémité? Devons-nous attendre avec patience? En ce moment, monsieur, tout dépend du mot que vous allez prononcer.
interrogé ainsi, monsieur, je n'hésite plus, dit Athos. Oui, j'étais venu causer confidentiellement avec le général Monk et lui demander une réponse sur certains intérêts. Oui, le général, ne pouvant sans doute se prononcer avant la bataille qu'on attend, m'a prié de demeurer 8 jours encore dans cette maison que j'habite, me promettant que dans 8 jours je le reverrai. Oui, tout cela est vrai, et je le jure sur Dieu, qui est le maître absolu de ma vie et de la vôtre. Athos prononça ces paroles avec tant de grandeur et de solennité que les 3 officiers furent presque convaincus. Cependant, un des colonels essaya une dernière tentative. « Monsieur, dit-il, quoique nous soyons persuadés maintenant de la vérité de ce que vous dites, il y a pourtant dans tout ceci un étrange mystère. Le général est un homme trop prudent pour avoir ainsi abandonné son armée à la veille d'une bataille, sans avoir au moins donné à l'un de nous un avertissement. Quant à moi, je ne puis croire, je l'avoue, qu'un événement étrange ne soit pas la cause de cette disparition. Hier, des pêcheurs étrangers sont venus vendre ici leurs poissons. On les a logés là-bas, aux Écossais, c'est-à-dire sur la route qu'a suivie le général pour aller à l'abbaye avec monsieur et pour en revenir. C'est un de ces pêcheurs qui a accompagné le général avec un falot, et ce matin, barque et pêcheurs avaient disparu, emportés cette nuit par la marée. Moi, fit le lieutenant, je ne vois rien là que de bien naturel, car enfin ces gens n'étaient pas prisonniers. Non, mais je le répète, c'est un d'eux qui a éclairé le général et monsieur dans le caveau de l'abbaye, et Digby nous a assuré que le général avait eu sur ces gens-là de mauvais soupçons. Or, qui nous a dit que ces pêcheurs n'étaient pas d'intelligence avec monsieur, et que le coup fait, monsieur, qui est brave assurément, n'est pas resté pour nous rassurer par sa présence et empêcher nos recherches dans la bonne voie. Ce discours fit impression sur les 2 autres officiers. « Monsieur, dit Athos, permettez-moi de vous dire que votre raisonnement, très spécieux en apparence, manque cependant de solidité quant à ce qui me concerne. Je suis resté, dites-vous, pour détourner les soupçons. Eh bien, au contraire, les soupçons me viennent à moi comme à vous, et je vous dis, il est impossible, messieurs, que le général, la veille d'une bataille, soit parti sans rien dire à personne. Oui, il y a un événement étrange dans tout cela. Oui, au lieu de demeurer oisif et d'attendre, il vous faut déployer toute la vigilance, toute l'activité possible. Je suis votre prisonnier, messieurs, sur parole ou autrement. Mon honneur est intéressé à ce que l'on sache ce qu'est devenu le général Monk, à ce point que si vous me disiez « partez », je dirais « non, je reste ». Et si vous me demandiez mon avis, j'ajouterais « oui, le général est victime de quelque conspiration, car s'il eût dû quitter le camp, il me l'aurait dit. Cherchez donc, fouillez la terre, fouillez la mer. Le général n'est point parti, ou tout au moins n'est pas parti de sa propre volonté. » Le lieutenant fit un signe aux autres officiers. « Non, monsieur, dit-il, non. À votre tour, vous allez trop loin. Le général n'a rien à souffrir des événements, et sans doute, au contraire, il les a dirigés. Ce que fait Monk à cette heure, il l'a fait souvent. Nous avons donc tort de nous alarmer. Son absence sera de courte durée, sans doute. Aussi, gardons-nous bien, par une pusillanimité dont le général nous ferait un crime, d'ébruiter son absence, qui pourrait démoraliser l'armée. Le général donne une preuve immense de sa confiance en nous. Montrons-nous-en dignes, messieurs, que le plus profond silence couvre tout ceci d'un voile impénétrable. Nous allons garder monsieur, non pas par défiance de lui relativement au crime, mais pour assurer plus efficacement le secret de l'absence du général en le concentrant parmi nous. Aussi, jusqu'à nouvel ordre, monsieur habitera le quartier général. « Messieurs, dit Athos, vous oubliez que cette nuit, le général m'a confié un dépôt sur lequel je dois veiller. Donnez-moi telle garde qu'il vous plaira, enchaînez-moi, s'il vous plaît, mais laissez-moi la maison que j'habite pour prison. Le général, à son retour, vous reprocherait, je vous le jure, sur ma foi de gentilhomme, de lui avoir déplu en ceci. » Les officiers se consultèrent un moment. Puis, après cette consultation, « Soit, monsieur, dit le lieutenant, retournez chez vous. » Puis ils donnèrent à Athos une garde de 50 hommes qui l'enferma dans sa maison, sans le perdre de vue un seul instant. Le secret demeura gardé, mais les heures, mais les jours s'écoulèrent sans que le général revînt et sans que nul reçût de ses nouvelles. Chapitre 28.
la marchandise de contrebande. 2 jours après les événements que nous venons de raconter, et tandis qu'on attendait à chaque instant dans son camp le général Monck, qui n'y rentrait pas, une petite felouque hollandaise, montée par 10 hommes, vint jeter l'ancre sur la côte de Scheveningen, à une portée de canon à peu près de la terre. Il était nuit serrée, l'obscurité était grande, la mer montait dans l'obscurité. C'était une heure excellente pour débarquer passagers et marchandises. La rade de Scheveningen forme un vaste croissant. Elle est peu profonde et surtout peu sûre. Aussi n'y voit-on stationner que de grandes houques flamandes ou de ces barques hollandaises que les pêcheurs tirent au sable sur des rouleaux, comme faisaient les anciens, au dire de Virgile. Lorsque le flot grandit, monte et pousse à la terre, il n'est pas très prudent de faire arriver l'embarcation trop près de la côte, car si le vent est frais, l'éperon s'ensable et le sable de cette côte est spongieux. Il prend facilement, mais ne rend pas de même. C'est sans doute pour cette raison que la chaloupe se détacha du bâtiment aussitôt que le bâtiment eut jeté l'ancre, et vint avec 8 de ses marins, au milieu desquels on distinguait un objet de forme oblongue, une sorte de grand panier ou de ballot. La rive était déserte, les quelques pêcheurs habitant la dune étaient couchés. La seule sentinelle qui gardât la côte fort mal gardée, attendu qu'un débarquement de grands navires était impossible, sans avoir pu suivre tout à fait l'exemple des pêcheurs qui étaient allés se coucher, les avait imités en ce point qu'elle dormait au fond de sa guérite aussi profondément qu'eux dormaient dans leur lit. Le seul bruit que l'on entendit était donc le sifflement de la brise nocturne courant dans les bruyères de la dune. Mais c'étaient des gens défiants sans doute que ceux qui s'approchaient, car ce silence réel et cette solitude apparente ne les rassurèrent point. Aussi leur chaloupe, à peine visible comme un point sombre sur l'océan, glissa-t-elle sans bruit, évitant de ramer de peur d'être entendue, et vint-elle toucher terre au plus près. À peine avait-on senti le fond qu'un seul homme sauta hors de l'esquif après avoir donné un ordre bref avec cette voix qui indique l'habitude du commandement. En conséquence de cet ordre, plusieurs mousquets reluisirent immédiatement aux faibles clartés de la mer, ce miroir du ciel, et le ballot oblong dont nous avons déjà parlé, lequel renfermait sans doute quelque objet de contrebande, fut transporté à terre avec des précautions infinies. Aussitôt, l'homme qui avait débarqué le premier courut diagonalement vers le village de Scheveningen, se dirigeant vers la pointe la plus avancée du bois. Là, il chercha cette maison qu'une fois déjà nous avons entrevue à travers les arbres et que nous avons désignée comme la demeure provisoire, demeure bien modeste de celui qu'on appelait par courtoisie le roi d'Angleterre. Tout dormait là comme partout. Seulement un gros chien de la race de ceux que les pêcheurs de Scheveningen attellent à de petites charrettes pour porter leurs poissons à la haie se mit à pousser des aboiements formidables aussitôt que l'étranger fit entendre son pas devant les fenêtres. Mais cette surveillance, au lieu d'effrayer le nouveau débarqué, sembla au contraire lui causer une grande joie, car sa voix, peut-être, eût été insuffisante pour réveiller les gens de la maison, tandis qu'avec un auxiliaire de cette importance, sa voix était devenue presque inutile. L'étranger attendit donc que les aboiements sonores et réitérés eussent, selon toute probabilité, produit leur effet, et alors il hasarda un appel. À sa voix, le dogue se mit à rugir avec une telle violence que bientôt à l'intérieur une autre voix se fit entendre, apaisant celle du chien. Puis, lorsque le chien se fut apaisé, « Que voulez-vous » demanda cette voix à la fois faible, cassée et polie. « Je demande Sa Majesté le roi Charles II, fit l'étranger. « Que lui voulez-vous ? Je veux lui parler. Qui êtes-vous ? Ah, mordiou ! Vous m'en demandez trop. Je n'aime pas à dialoguer à travers les portes. Dites seulement votre nom. Je n'aime pas davantage à décliner mon nom en plein air. D'ailleurs, soyez tranquille, je ne mangerai pas votre chien, et je prie Dieu qu'il soit aussi réservé à mon égard. Vous apportez des nouvelles, peut-être ? N'est-ce pas, monsieur ? Reprit la voix, patiente et questionneuse comme celle d'un vieillard. Je vous en réponds, que j'en apporte des nouvelles, et auxquelles on ne s'attend pas encore. Ouvrez donc, s'il vous plaît, hein ? Monsieur, poursuivit le vieillard,
sur votre âme et conscience. Croyez-vous que vos nouvelles vaillent la peine de réveiller le roi ? Pour l'amour de Dieu, mon cher monsieur, tirez vos verrous. Vous ne serez pas fâché, je vous jure, de la peine que vous aurez prise. Je vaux mon pesant d'or, ma parole d'honneur. Monsieur, je ne puis pourtant pas ouvrir que vous ne me disiez votre nom. Il le faut donc. C'est l'ordre de mon maître, monsieur. Eh bien, mon nom, le voici. Mais je vous en préviens, mon nom ne vous apprendra absolument rien. N'importe, dites toujours. Eh bien, je suis le chevalier d'Artagnan. La voix poussa un cri. Ah, mon Dieu, dit le vieillard de l'autre côté de la porte. Monsieur d'Artagnan, quel bonheur! Je me disais bien à moi-même que je connaissais cette voix-là. Tiens, dit d'Artagnan, on connaît ma voix ici. C'est flatteur. Oh oui, on la connaît, dit le vieillard en tirant les verrous, et en voici la preuve. Et à ces mots, il introduisit d'Artagnan qui, à la lueur de la lanterne qu'il portait à la main, reconnut son interlocuteur obstiné. « Oh, mordiou !» s'écria-t-il. « C'est Paris ?» J'aurais dû m'en douter. « Paris, oui, mon cher monsieur d'Artagnan, c'est moi. Quelle joie de vous revoir !»« Vous avez bien dit, quelle joie !» fit d'Artagnan, serrant les mains du vieillard. « Ça, vous allez prévenir le roi, n'est-ce pas ? Mais le roi dort, mon cher monsieur. Mordiou, réveillez-le, et il ne vous grondera pas de l'avoir dérangé, c'est moi qui vous le dis. Vous venez de la part du comte, n'est-ce pas ? De quel comte ? Du comte de la Fère ? De la part d'Athos ? Ma foi, non. Je viens de ma part à moi. Allons, vite, Paris. Le roi, il me faut le roi. Paris ne crut pas devoir résister plus longtemps. Il connaissait d'Artagnan de longue main. Il savait que, quoique gascon, ses paroles ne promettaient jamais plus qu'elles ne pouvaient tenir. Il traversa une cour et un petit jardin, apaisa le chien, qui voulait sérieusement goûter du mousquetaire, et alla heurter au volet d'une chambre faisant le rez-de-chaussée d'un petit pavillon. Aussitôt, un petit chien habitant cette chambre répondit au grand chien habitant la cour. « Pauvre roi, se dit d'Artagnan, voilà ses gardes du corps. Il est vrai qu'il n'en est pas plus mal gardé pour cela. »« Que veut-on » demanda le roi du fond de la chambre. « Sire, c'est monsieur le chevalier d'Artagnan qui apporte des nouvelles. » On entendit aussitôt du bruit dans cette chambre. Une porte s'ouvrit et une grande clarté inonda le corridor et le jardin. Le roi travaillait à la lueur d'une lampe. Des papiers étaient épars sur son bureau et il avait commencé le brouillon d'une lettre qui accusait, par ses nombreuses ratures, la peine qu'il avait eue à l'écrire. « Entrez, monsieur le chevalier, dit-il en se retournant. Puis, apercevant le pêcheur, « Que me disiez-vous donc, Paris ? Et où est monsieur le chevalier d'Artagnan » demanda Charles. « Il est devant vous, sire, dit d'Artagnan. »« Sous ce costume ? » ?»« Oui. Regardez-moi, sire. Ne me reconnaissez-vous pas pour m'avoir vu à Blois dans les antichambres du roi Louis XIV ? » ?»« Si fait, monsieur, et je me souviens même que j'eus fort à me louer de vous. » D'Artagnan s'inclina. « C'était un devoir pour moi de me conduire comme je l'ai fait, dès que j'ai su que j'avais affaire à votre majesté. » « Vous m'apportez des nouvelles, dites-vous ? » ?»« Oui, sire. »« De la part du roi de France, sans doute. »« Ma foi, non, sire, » répliqua d'Artagnan. « Votre majesté a dû voir là-bas que le roi de France ne s'occupait que de sa majesté à lui. » Charles leva les yeux au ciel. « Non, continua d'Artagnan, non, sire. J'apporte, moi, des nouvelles toutes composées de faits personnels. Cependant, j'ose espérer que votre majesté les écoutera, faits et nouvelles, avec quelque faveur. »« Parlez, monsieur. »« Si je ne me trompe, sire, votre majesté aurait fort parlé à Blois de l'embarras où sont ses affaires en Angleterre. » Charles rougit. « Monsieur, dit-il, c'est au roi de France seul que je racontais. »« Oh, votre majesté se méprend, dit froidement le mousquetaire. Je sais parler au roi dans le malheur. Ce n'est même que lorsqu'ils sont dans le malheur qu'ils me parlent. Une fois heureux, ils ne me regardent plus. J'ai donc, pour votre majesté, non seulement le plus grand respect, mais encore le plus absolu dévouement. Et cela, croyez-le bien, chez moi, sire, cela signifie quelque chose. Or, entendant votre majesté se plaindre de la destinée, je trouvais que vous étiez noble, généreux et portant bien le malheur.
En vérité, dit Charles étonné, je ne sais pas ce que je dois préférer, de vos libertés ou de vos respects. Vous choisirez tout à l'heure, sire, dit d'Artagnan. Donc, votre majesté se plaignait à son frère Louis XIV de la difficulté qu'elle éprouvait à rentrer en Angleterre et à remonter sur son trône sans hommes et sans argent. Charles laissa échapper un mouvement d'impatience. Et le principal obstacle qu'elle rencontrait sur son chemin, continua d'Artagnan, était un certain général commandant les armées du Parlement et qui jouait là-bas le rôle d'un autre Cromwell. Votre majesté n'a-t-elle pas dit cela ? Oui, mais je vous le répète, monsieur, ces paroles étaient pour les seules oreilles du roi. Et vous allez voir, sire, qu'il est bien heureux qu'elle soit tombée dans celle de son lieutenant de mousquetaires. Cet homme si gênant pour votre majesté, c'était le général Monk, je crois. Ai-je bien entendu son nom, sire ? Oui, monsieur. Mais encore une fois, à quoi bon ces questions ? Oh, je le sais bien, sire, l'étiquette ne veut point que l'on interroge les rois. J'espère que, tout à l'heure, votre majesté me pardonnera ce manque d'étiquette. Votre majesté ajoutait que, si cependant elle pouvait le voir, conférer avec lui, le tenir face à face, elle triompherait, soit par la force, soit par la persuasion, de cet obstacle, le seul sérieux, le seul insurmontable, le seul réel qu'elle rencontra sur son chemin. Tout cela est vrai, monsieur. Ma destinée, mon avenir, mon obscurité ou ma gloire dépendent de cet homme. Mais que voulez-vous induire de là ? Une seule chose, que si ce général Monk est gênant au point que vous dites, il serait expédient d'en débarrasser votre majesté ou de lui en faire un allié. Monsieur, un roi qui n'a ni armée ni argent, puisque vous avez écouté ma conversation avec mon frère, n'a rien à faire contre un homme comme Monk. Oui, sire, c'était votre opinion, je le sais bien, mais heureusement pour vous, ce n'était pas la mienne. Que voulez-vous dire ? Que sans armée et sans millions, j'ai fait, moi, ce que votre majesté ne croyait pouvoir faire qu'avec une armée et 1 million. Comment ? Que dites-vous ? Qu'avez-vous fait ? Ce que j'ai fait ? Eh bien, sire, je suis allé prendre là-bas cet homme si gênant pour votre majesté. En Angleterre ? Précisément, sire. Vous êtes allé prendre Monk en Angleterre ? Aurais-je mal fait, par hasard ? En vérité, vous êtes fou, monsieur. Pas le moins du monde, sire. Vous avez pris Monk ? Oui, sire. Où cela ? Au milieu de son camp. Le roi tressaillit d'impatience et haussa les épaules. Et l'ayant pris sur la chaussée de Newcastle, dit simplement d'Artagnan, je l'apporte à votre majesté. Vous me l'apportez ? S'écria le roi, presque indigné de ce qu'il regardait comme une mystification. Oui, sire, répondit d'Artagnan du même ton, je vous l'apporte. Il est là-bas, dans une grande caisse percée de trous pour qu'il puisse respirer. Mon Dieu ! Oh, soyez tranquille, sire, on a eu les plus grands soins pour lui. Il arrive donc en bon état et parfaitement conditionné. Plaît-il à votre majesté de le voir, de causer avec lui ou de le faire jeter à l'eau ? Oh, mon Dieu, répéta Charles. Oh, mon Dieu, monsieur, dites-vous vrai ? Ne m'insultez-vous point par quelque indigne plaisanterie ? Vous auriez accompli ce trait inouï d'audace et de génie ? Impossible ! Votre majesté me permet-elle d'ouvrir la fenêtre ? Dit d'Artagnan en l'ouvrant. Le roi n'eut même pas le temps de dire oui. D'Artagnan donna un coup de sifflet aigu et prolongé qu'il répéta 3 fois dans le silence de la nuit. Là, dit-il, on va l'apporter à votre majesté. Chapitre 29, où d'Artagnan commence à craindre d'avoir placé son argent et celui de Planchet à fond perdu. Le roi ne pouvait revenir de sa surprise, et regardait tantôt le visage souriant du mousquetaire, tantôt cette sombre fenêtre qui s'ouvrait sur la nuit. Mais avant qu'il eût fixé ses idées, 8 des hommes de d'Artagnan, car 2 restèrent pour garder la barque, apportèrent à la maison, où Paris le reçut, cet objet de forme oblongue qui renfermait pour le moment les destinées de l'Angleterre. Avant de partir de Calais, d'Artagnan avait fait confectionner dans cette ville une sorte de cercueil assez large et assez profond pour qu'un homme puisse y retourner à l'aise. Le fond et les côtés, matelassés proprement, formaient un lit assez doux pour que le roulis ne pût transformer cette espèce de cage en assommoir. La petite grille dont d'Artagnan avait parlé au roi, pareille à la visière d'un casque, existait
à la hauteur du visage de l'homme. Elle était taillée de façon qu'au moindre cri, une pression subite pût étouffer ce cri, et au besoin, celui qui eût crié. D'Artagnan connaissait si bien son équipage et si bien son prisonnier que, pendant toute la route, il avait redouté deux choses, ou que le général ne préférât la mort à cet étrange esclavage et ne se fît étouffer à force de vouloir parler, ou que ses gardiens ne se laissassent tenter par les offres du prisonnier et ne le missent, lui, d'Artagnan, dans la boîte, à la place de Monk. Aussi d'Artagnan avait-il passé les 2 jours et les 2 nuits près du coffre, seul avec le général, lui offrant du vin et des aliments qu'il avait refusés, et essayant éternellement de le rassurer sur la destinée qui l'attendait à la suite de cette singulière captivité. 2 pistolets sur la table et son épée nue rassuraient d'Artagnan sur les indiscrétions du dehors. Une fois, à Scheveningen, il avait été complètement rassuré. Ces hommes redoutaient fort tout conflit avec les seigneurs de la terre. Il avait d'ailleurs intéressé à sa cause celui qui lui servait moralement de lieutenant et que nous avons vu répondre au nom de Mainville. Celui-là n'était point un esprit vulgaire, avait plus à risquer que les autres parce qu'il avait plus de conscience. Il croyait donc à un avenir au service de d'Artagnan et, en conséquence, il se fut fait hacher plutôt que de violer la consigne donnée par le chef. Aussi était-ce à lui qu'une fois débarqué, d'Artagnan avait confié la caisse et la respiration du général. C'était aussi à lui qu'il avait recommandé de faire apporter la caisse par les 7 hommes aussitôt qu'il entendrait le triple coup de sifflet. On voit que ce lieutenant obéit. Le coffre une fois dans la maison du roi, d'Artagnan congédia ses hommes avec un gracieux sourire et leur dit « Messieurs, vous avez rendu un grand service à sa majesté le roi Charles II qui, avant 6 semaines, sera roi d'Angleterre. Votre gratification sera doublée. Retournez m'attendre au bateau. » Sur quoi tous partirent avec des transports de joie qui épouvantèrent le chien lui-même. D'Artagnan avait fait apporter le coffre jusque dans l'antichambre du roi. Il ferma avec le plus grand soin les portes de cette antichambre, après quoi il ouvrit le coffre et dit au général « Mon général, j'ai 1000 excuses à vous faire. Mes façons n'ont pas été dignes d'un homme tel que vous, je le sais bien, mais j'avais besoin que vous me prissiez pour un patron de barque. Et puis l'Angleterre est un pays fort incommode pour les transports. J'espère donc que vous prendrez tout cela en considération. Mais ici, mon général, continua d'Artagnan, vous êtes libre de vous lever et de marcher. » Cela dit, il trancha les liens qui attachaient les bras et les mains du général. Celui-ci se leva et s'assit avec la contenance d'un homme qui attend la mort. D'Artagnan ouvrit alors la porte du cabinet de Charles et lui dit « Sire, voici votre ennemi, Monsieur Monk. Je m'étais promis de faire cela pour votre service. C'est fait. Ordonnez présentement. Monsieur Monk, ajouta-t-il en se tournant vers le prisonnier, vous êtes devant Sa Majesté le roi Charles II, souverain seigneur de la Grande-Bretagne. » Monk leva sur le jeune prince son regard froidement stoïque et répondit « Je ne connais aucun roi de la Grande-Bretagne. Je ne connais même ici personne qui soit digne de porter le nom de gentilhomme. Car c'est au nom du roi Charles II qu'un émissaire, que j'ai pris pour un honnête homme, m'est venu tendre un piège infâme. Je suis tombé dans ce piège, tant pis pour moi. Maintenant, vous, le tentateur, dit-il au roi. Vous, l'exécuteur, dit-il à d'Artagnan, rappelez-vous de ce que je vais vous dire. Vous avez mon corps, vous pouvez le tuer, je vous y engage, car vous n'aurez jamais mon âme ni ma volonté. Et maintenant, ne me demandez pas une seule parole, car à partir de ce moment, je n'ouvrirai plus même la bouche pour crier. J'ai dit. Et il prononça ces paroles avec la farouche et invincible résolution du puritain le plus gangrené. D'Artagnan regarda son prisonnier, en homme qui sait la valeur de chaque mot et qui fixe cette valeur d'après l'accent avec lequel il a été prononcé. « Le fait est, dit-il tout bas au roi, que le général est un homme décidé. Il n'a pas voulu prendre une bouchée de pain, ni avaler une goutte de vin depuis 2 jours. Mais comme à partir de ce moment, c'est votre majesté qui décide de son sort, je m'en lave les mains, comme dit Pilate. » Monk, debout, pâle et résigné, attendait l'œil fixe et les bras croisés. D'Artagnan se retourna vers lui. « Vous comprenez parfaitement, lui dit-il, que votre phrase, très belle du reste, ne peut accommoder personne,
pas même vous. Sa Majesté voulait vous parler. Vous vous refusiez à une entrevue. Pourquoi, maintenant que vous voilà face à face, que vous y voilà par une force indépendante de votre volonté, pourquoi nous contraindriez-vous à des rigueurs que je regarde comme inutiles et absurdes? Parlez, que diable! Ne fût-ce que pour dire non. Monk ne desserra pas les lèvres. Monk ne détourna point les yeux. Monk se caressa la moustache avec un air soucieux qui annonçait que les choses allaient se gâter. Pendant ce temps, Charles II était tombé dans une réflexion profonde. Pour la première fois, il se trouvait en face de Monk, c'est-à-dire de cet homme qu'il avait tant désiré voir, et, avec ce coup d'œil particulier que Dieu a donné à l'aigle et au roi, il avait sondé l'abîme de son cœur. Il voyait donc Monk résolu bien positivement à mourir plutôt qu'à parler, ce qui n'était pas extraordinaire de la part d'un homme aussi considérable, et dont la blessure devait en ce moment être si cruelle. Charles II prit à l'instant même une de ces déterminations sur lesquelles un homme ordinaire joue sa vie, un général sa fortune, un roi son royaume. « Monsieur, dit-il à Monk, vous avez parfaitement raison sur certains points. Je ne vous demande donc pas de me répondre, mais de m'écouter. » Il y eut un moment de silence pendant lequel le roi regarda Monk, qui resta impassible. « Vous m'avez fait tout à l'heure un douloureux reproche, monsieur, continua le roi. Vous avez dit qu'un de mes émissaires était allé à Newcastle vous dresser une embûche, et cela, par parenthèse, n'aura pas été compris par monsieur d'Artagnan que voici, et auquel, avant toute chose, je dois des remerciements bien sincères pour son généreux, pour son héroïque dévouement. » D'Artagnan salua avec respect. Monk ne sourcilla point. « Car monsieur d'Artagnan, et remarquez bien, monsieur Monk, que je ne vous dis pas ceci pour m'excuser, car monsieur d'Artagnan, continua le roi, est allé en Angleterre de son propre mouvement, sans intérêt, sans ordre, sans espoir, comme un vrai gentilhomme qu'il est, pour rendre service à un roi malheureux et pour ajouter un beau fait de plus aux illustres actions d'une existence si bien remplie. » D'Artagnan rougit un peu et toussa pour se donner une contenance. Monk ne bougea point. « Vous ne croyez pas à ce que je vous dis, monsieur Monk, reprit le roi. Je comprends cela. De pareilles preuves de dévouement sont si rares que l'on pourrait mettre en doute leur réalité. »« Monsieur aurait bien tort de ne pas vous croire, sire, s'écria d'Artagnan, car ce que votre majesté vient de dire est l'exacte vérité, et la vérité si exacte qu'il paraît que j'ai fait, en allant trouver le général, quelque chose qui contrarie tout. En vérité, si cela est ainsi, j'en suis au désespoir. »« Monsieur d'Artagnan, s'écria le roi en prenant la main du mousquetaire, vous m'avez plus obligé, croyez-moi, que si vous eussiez fait réussir ma cause, car vous m'avez révélé un ami inconnu auquel je serai à jamais reconnaissant et que j'aimerai toujours. » Et le roi lui serra cordialement la main. « Et, continua-t-il en saluant Monk, un ennemi que j'estimerai désormais à sa valeur. » Les yeux du puritain lancèrent un éclair, mais un seul, et son visage, un instant illuminé par cet éclair, reprit sa sombre impassibilité. « Donc, monsieur d'Artagnan, poursuivit Charles, voici ce qui allait arriver. Monsieur le comte de la Fère, que vous connaissez, je crois, était parti pour Newcastle. »« Athos » s'écria d'Artagnan. « Oui, c'est son nom de guerre, je crois. Le comte de la Fère était donc parti pour Newcastle, et il allait peut-être amener le général à quelque conférence avec moi ou avec ceux de mon parti, quand vous êtes violemment, à ce qu'il paraît, intervenu dans la négociation. »« Mordiou !» répliqua d'Artagnan. « C'était lui, sans doute, qui entrait dans le camp le soir même où j'y pénétrais avec mes pêcheurs. » Un imperceptible froncement de sourcils de Monk apprit à d'Artagnan qu'il avait deviné juste. « Oui, oui, murmura-t-il, j'avais cru reconnaître sa taille, j'avais cru entendre sa voix. Maudit que je suis! Oh, sire, pardonnez-moi, je croyais cependant avoir bien mené ma barque. »« Il n'y a rien de mal, monsieur, dit le roi, sinon que le général m'accuse de lui avoir fait tendre un piège, ce qui n'est pas. Non, général, ce ne sont pas là les armes dont je comptais me servir avec vous. Vous l'allez voir bientôt. En attendant, quand je vous donne ma foi de gentilhomme, croyez-moi, monsieur, croyez-moi.
Maintenant, monsieur d'Artagnan, un mot. J'écoute à genoux, sire. Vous êtes bien à moi, n'est-ce pas? Votre Majesté l'a vu. Trop. Bien. D'un homme comme vous, un mot suffit. D'ailleurs, à côté du mot, il y a les actions. Général, veuillez me suivre. Venez avec nous, monsieur d'Artagnan. D'Artagnan, assez surpris, s'apprêta à obéir. Charles II sortit, Monk le suivit. D'Artagnan suivit Monk. Charles prit la route que d'Artagnan avait suivie pour venir à lui. Bientôt, l'air frais de la mer vint frapper le visage des 3 promeneurs nocturnes, et, à 50 pas au-delà d'une petite porte que Charles ouvrit, ils se retrouvèrent sur la dune, en face de l'océan qui, ayant cessé de grandir, se reposait sur la rive comme un monstre fatigué. Charles II, pensif, marchait la tête baissée et la main sous son manteau. Monk le suivait, les bras libres et le regard inquiet. D'Artagnan venait ensuite, le poing sur le pommeau de son épée. « Où est le bateau qui vous a amenés, messieurs ?» dit Charles aux mousquetaires. « Là-bas, sire. J'ai 7 hommes et un officier qui m'attendent dans cette petite barque qui est éclairée par un feu. Ah oui, la barque est tirée sur le sable, et je la vois. Mais vous n'êtes certainement pas venu de Newcastle sur cette barque. Non pas, sire. J'avais frété à mon compte une felouque qui a jeté l'ancre à portée de canon des dunes. C'est dans cette felouque que nous avons fait le voyage. Monsieur, dit le roi à Monk, vous êtes libre. Monk, si ferme de volonté qu'il fût, ne put retenir une exclamation. Le roi fit de la tête un mouvement affirmatif et continua. Nous allons réveiller un pêcheur de ce village qui mettra son bateau en mer cette nuit même et vous reconduira où vous lui commanderez d'aller. Monsieur d'Artagnan, que voici, escortera votre honneur. Je mets monsieur d'Artagnan sous la sauvegarde de votre loyauté, monsieur Monk. Monk laissa échapper un murmure de surprise et d'Artagnan un profond soupir. Le roi, sans paraître rien remarquer, heurta au treillis de bois de sapin qui fermait la cabane du premier pêcheur habitant la dune. « Holà, Kaiser !» cria-t-il. « Éveille-toi !»« Qui m'appelle ?» demanda le pêcheur. « Moi, Charles, roi. »« Ah, milord !» s'écria Kaiser en se levant tout habillé de la voile dans laquelle il couchait comme on couche dans un hamac. « Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Patron Kaiser, » dit Charles, « tu vas appareiller sur le champ. Voici un voyageur qui frette ta barque et te payera bien. Serre-le bien. » Et le roi fit quelques pas en arrière pour laisser Monk parler librement avec le pêcheur. « Je veux passer en Angleterre, » dit Monk, qui parlait hollandais tout autant qu'il fallait pour se faire comprendre. « À l'instant, » dit le patron, « à l'instant même, si vous voulez. »« Mais ce sera bien long, » dit Monk. « Pas une demi-heure, votre honneur. Mon fils aîné fait en ce moment l'appareillage, attendu que nous devons partir pour la pêche à 3 heures du matin. »« Eh bien, est-ce fait ?» demanda Charles en se rapprochant. « Moins le prix, » dit le pêcheur. « Oui, sire. »« Cela me regarde, » dit Charles. « Monsieur est mon ami. » Monk tressaillit et regarda Charles à ce mot. « Bien, milord, » répliqua Kaiser. Et en ce moment, on entendit le fils aîné de Kaiser qui sonnait de la grève dans une corne de bœuf. « Et maintenant, messieurs, partez, » dit le roi. « Sire, » dit d'Artagnan, « plaise à votre majesté de m'accorder quelques minutes. J'avais engagé des hommes, je pars sans eux. Il faut que je les prévienne. »« Sifflez-les, » dit Charles en souriant. D'Artagnan siffla effectivement, tandis que le patron Kaiser répondait à son fils, et 4 hommes, conduits par Menneville, accoururent. « Voici toujours un bon acompte, » dit d'Artagnan, leur remettant une bourse qui contenait 2500 livres en or. « Allez m'attendre à Calais, où vous savez. » Et d'Artagnan, poussant un profond soupir, lâcha la bourse dans les mains de Menneville. « Comment ? Vous nous quittez » s'écrièrent les hommes. « Pour peu de temps, » dit d'Artagnan. « Ou pour beaucoup, qui sait. Mais avec ces 2500 livres et les 2500 que vous avez déjà reçus, vous êtes payés selon nos conventions. Quittons-nous donc, mes enfants. Mais le bateau, ne vous en inquiétez pas. Nos effets sont à bord de la felouque. Vous irez les chercher, et aussitôt vous vous mettrez en route. »« Oui, commandant. »
D'Artagnan revint à Monk en lui disant « Monsieur, j'attends vos ordres, car nous allons partir ensemble, à moins que ma compagnie ne vous soit pas agréable. »« Au contraire, monsieur, dit Monk. »« Allons, messieurs, embarquons !» cria le fils de Keyser. Charles salua noblement et dignement le général en lui disant « Vous me pardonnerez le contretemps et la violence que vous avez souffert quand vous serez convaincu que je ne les ai point causés. » Monk s'inclina profondément sans répondre. De son côté, Charles affecta de ne pas dire un mot en particulier à d'Artagnan, mais tout haut « Merci encore, monsieur le chevalier, lui dit-il. Merci de vos services. Ils vous seront payés par le Seigneur Dieu, qui réserve à moi tout seul, je l'espère, les épreuves et la douleur. » Monk suivit Keyser et son fils et s'embarqua avec eux. D'Artagnan lui suivit en murmurant « Ah, mon pauvre Planchet, j'ai bien peur que nous n'ayons fait une mauvaise spéculation. » Chapitre 30. Les actions de la société Planchet et compagnie remontent au père. Pendant la traversée, Monk ne parla à d'Artagnan que dans les cas d'urgente nécessité. Ainsi, lorsque le Français tardait à venir prendre son repas, pauvre repas composé de poissons salés, de biscuits et de genièvre, Monk l'appelait et lui disait « À table, monsieur !» C'était tout. D'Artagnan, justement, parce qu'il était dans les grandes occasions extrêmement concis, ne tira pas de cette concision un augure favorable pour le résultat de sa mission. Or, comme il avait beaucoup de temps de reste, il se creusait la tête pendant ce temps à chercher comment Athos avait vu Charles II, comment il avait conspiré avec lui ce départ, comment enfin il était entré dans le camp de Monk. Et le pauvre lieutenant de mousquetaires s'arrachait un poil de sa moustache chaque fois qu'il songeait qu'Athos était sans doute le cavalier qui accompagnait Monk dans la fameuse nuit de l'enlèvement. Enfin, après 2 nuits et 2 jours de traversée, le patron Keyser toucha terre à l'endroit où Monk, qui avait donné tous les ordres pendant la traversée, avait commandé qu'on débarquât. C'était justement à l'embouchure de cette petite rivière près de laquelle Athos avait choisi son habitation. Le jour baissait. Un beau soleil, pareil à un bouclier d'acier rougi, plongeait l'extrémité inférieure de son disque sous la ligne bleue de la mer. La felouque cinglait toujours, en remontant le fleuve, assez large en cet endroit. Mais Monk, en son impatience, ordonna de prendre terre, et le canot de Keyser le débarqua, en compagnie de d'Artagnan, sur le bord vaseux de la rivière, au milieu des roseaux. D'Artagnan, résigné à l'obéissance, suivait Monk absolument comme l'ours enchaîné suit son maître. Mais sa position l'humiliait fort, à son tour, et il grommelait tout bas que le service des rois est amer, et que le meilleur de tous ne vaut rien. Monk marchait à grands pas. On eût dit qu'il n'était pas encore bien sûr d'avoir reconquis la terre d'Angleterre, et déjà l'on apercevait distinctement les quelques maisons de marins et de pêcheurs éparses sur le petit quai de cet humble port. Tout à coup, d'Artagnan s'écria « Eh, mais Dieu me pardonne! Voilà une maison qui brûle !» Monk leva les yeux. C'était bien, en effet, le feu qui commençait à dévorer une maison. Il avait été mis à un petit hangar attenant à cette maison, dont il commençait à ronger la toiture. Le vent frais du soir venait en aide à l'incendie. Les 2 voyageurs hâtèrent le pas, entendirent de grands cris et virent, en s'approchant, les soldats qui agitaient leurs armes et tendaient le poing vers la maison incendiée. C'était sans doute cette menaçante occupation qui leur avait fait négliger de signaler la felouque. Monk s'arrêta court un instant et, pour la première fois, formula sa pensée avec des paroles. « Eh, dit-il, ce ne sont peut-être plus mes soldats, mais ceux de Lambert. » Ces mots renfermaient tout à la fois une douleur, une appréhension et un reproche que d'Artagnan comprit à merveille. En effet, pendant l'absence du général, Lambert pouvait avoir livré bataille, vaincu, dispersé les parlementaires et pris avec son armée la place de l'armée de Monk, privé de son plus ferme appui. À ce doute qui passa dans l'esprit de Monk au sien, d'Artagnan fit ce raisonnement. Il va arriver de 2 choses l'une. Ou Monk a dit juste, et il n'y a plus que des lambertistes dans le pays, c'est-à-dire des ennemis qui me recevront à merveille, puisque c'est à moi qu'ils devront leur victoire, ou rien n'est changé, et Monk, transporté d'aise, en retrouvant son camp à la même place,
ne se montrera pas trop dur dans ses représailles. Tout en pensant de la sorte, les deux voyageurs avançaient, et ils commençaient à se trouver au milieu d'une petite troupe de marins qui regardaient avec douleur brûler la maison, mais qui n'osaient rien dire, effrayés par les menaces des soldats. Monk s'adressa à un de ces marins. « Que se passe-t-il donc ?» demanda-t-il. « Monsieur, » répondit cet homme, ne reconnaissant pas Monk pour un officier sous l'épais manteau qui l'enveloppait. « Il y a que cette maison était habitée par un étranger, et que cet étranger est devenu suspect aux soldats. Alors, ils ont voulu pénétrer chez lui sous prétexte de le conduire au camp, mais lui, sans s'épouvanter de leur nombre, a menacé de mort le premier qui essaierait de franchir le seuil de la porte. Et comme il s'en est trouvé un qui a risqué la chose, le Français l'a étendu à terre d'un coup de pistolet. »« Ah, c'est un Français ?» dit D'Artagnan en se frottant les mains. « Bon !»« Comment, bon ?» fit le pêcheur. « Non, je voulais dire, après, la langue m'a fourché. »« Après, monsieur ? Les autres sont devenus enragés comme des lions. Ils ont tiré plus de 100 coups de mousquet sur la maison. Mais le Français était à l'abri derrière le mur, et chaque fois qu'on voulait entrer par la porte, on essuyait un coup de feu de son laquais, qui tire juste, allez. Chaque fois qu'on menaçait la fenêtre, on rencontrait le pistolet du maître. Comptez, il y a 7 hommes à terre. »« Ah, mon brave compatriote !» s'écria D'Artagnan. « Attends, je vais à toi, et nous aurons raison de toute cette canaille. »« Un instant, monsieur, » dit Monk. « Attendez. »« Longtemps ? » ?»« Non, le temps de faire une question. » Puis, se retournant vers le marin. « Mon ami, » demanda-t-il avec une émotion que malgré toute sa force sur lui-même, il ne put cacher. « À qui ces soldats, je vous prie ? » « Et à qui voulez-vous que ce soit, si ce n'est à cet enragé de Monk ? » ?»« Il n'y a donc pas eu de bataille livrée ? » ?»« Ah, bien oui, à quoi bon ? L'armée de Lambert fond comme la neige en avril. Tout vient à Monk, officiers et soldats. Dans 8 jours, Lambert n'aura plus 50 hommes. » Le pêcheur fut interrompu par une nouvelle salve de coups de feu tirés sur la maison et par un nouveau coup de pistolet qui répondit à cette salve et jeta bas le plus entreprenant des agresseurs. La colère des soldats fut au comble. Le feu montait toujours et un panache de flammes et de fumée tourbillonnait au faîte de la maison. D'Artagnan ne put se contenir plus longtemps. « Mordiou !» dit-il à Monk, en le regardant de travers. « Vous êtes général, et vous laissez vos soldats brûler les maisons et assassiner les gens ? Et vous regardez cela tranquillement, en vous chauffant les mains au feu de l'incendie ? Mordiou ! Vous n'êtes pas un homme !»« Patience, monsieur, patience, » dit Monk en souriant. « Patience, patience, jusqu'à ce que ce gentilhomme si brave soit rôti, n'est-ce pas ?» Et D'Artagnan s'élançait. « Restez, monsieur !» dit impérieusement Monk. Et il s'avança vers la maison. Justement, un officier venait de s'en approcher et disait à l'assiégé : « La maison brûle, tu vas être grillé dans 1 heure. Il est encore temps. Voyons, veux-tu nous dire ce que tu sais du général Monk, et nous te laisserons la vie sauve. Réponds, ou par Saint Patrick !» L'assiégé ne répondit pas. Sans doute il rechargeait son pistolet. « On est allé chercher du renfort, » continua l'officier. « Dans un quart d'heure, il y aura 100 hommes autour de cette maison. »« Je veux, pour répondre, » dit le Français, « que tout le monde soit éloigné. Je veux sortir libre, me rendre au camp seul, ou sinon je me ferai tuer ici. »« 1000 tonnerres !» s'écria D'Artagnan. « Mais c'est la voix d'Athos ! Ah, canaille !» Et l'épée de D'Artagnan flamboya hors du fourreau. Monk l'arrêta et s'arrêta lui-même. Puis, d'une voix sonore, « Holà, que fait-on ici ? Digby, pourquoi ce feu ? Pourquoi ces cris ? » « Le général !» cria Digby en laissant tomber son épée. « Le général !» répétèrent les soldats. « Eh bien, qu'y a-t-il d'étonnant ?» dit Monk d'une voix calme. Puis, le silence étant rétabli, « Voyons, dit-il, qui a allumé ce feu ?» Les soldats baissèrent la tête. « Quoi ? Je demande et l'on ne me répond pas ?» dit Monk. « Quoi ? Je reproche et l'on ne répare pas ? Ce feu brûle encore, je crois. » Aussitôt, les 20 hommes s'élancèrent, cherchant des seaux, des jarres, des tonnes, éteignant l'incendie, enfin, avec l'ardeur qu'ils mettaient un instant auparavant à le propager.
Mais déjà, avant toute chose et le premier, D'Artagnan avait appliqué une échelle à la maison en criant « Athos, c'est moi, D'Artagnan! Ne me tuez pas, cher ami !» Et quelques minutes après, il serrait le comte dans ses bras. Pendant ce temps, Grimaud, conservant son air calme, démantelait la fortification du rez-de-chaussée et, après avoir ouvert la porte, se croisait tranquillement les bras sur le seuil. Seulement, à la voix de D'Artagnan, il avait poussé une exclamation de surprise. Le feu éteint, les soldats se présentèrent confus, Digby en tête. « Général, dit celui-ci, excusez-nous. Ce que nous avons fait, c'est par amour pour votre honneur que l'on croyait perdu. » « Vous êtes fous, messieurs. Perdu. Est-ce qu'un homme comme moi se perd ? Est-ce que, par hasard, il ne m'est pas permis de m'absenter à ma guise sans prévenir ? Est-ce que, par hasard, vous me prenez pour un bourgeois de la cité ? Est-ce qu'un gentilhomme, mon ami, mon hôte, doit être assiégé, traqué, menacé de mort, parce qu'on le soupçonne ? Qu'est-ce que signifie ce mot-là, soupçonner ? Dieu me damne, si je ne fais pas fusiller tout ce que ce brave gentilhomme a laissé de vivant ici. Général, dit piteusement Digby, nous étions 28 et en voilà 8 à terre. J'autorise monsieur le comte de la faire à envoyer les 20 autres rejoindre ces 8 là, dit Monk. Et il tendit la main à Athos. Qu'on rejoigne le camp, dit Monk. Monsieur Digby, vous garderez les arrêts pendant 1 mois. Général, cela vous apprendra, monsieur, à n'agir une autre fois que d'après mes ordres. J'avais ceux du lieutenant, général. Le lieutenant n'a pas d'ordre pareil à vous donner, et c'est lui qui prendra les arrêts à votre place s'il vous a effectivement commandé de brûler ce gentilhomme. Il n'a pas commandé cela, général. Il a commandé de l'amener au camp, mais monsieur le comte n'a pas voulu nous suivre. Je n'ai pas voulu qu'on entre à piller ma maison, dit Athos avec un regard significatif à Monk. Et vous avez bien fait. Au camp, vous dis-je. Les soldats s'éloignèrent tête baissée. Maintenant que nous sommes seuls, dit Monk à Athos, veuillez me dire, monsieur, pourquoi vous vous obstiniez à rester ici, et puisque vous aviez votre felouque. Je vous attendais, général, dit Athos. Votre honneur ne m'avait-il pas donné rendez-vous dans 8 jours ? Un regard éloquent de D'Artagnan fit voir à Monk que ces 2 hommes si braves et si loyaux n'étaient point d'intelligence pour son enlèvement. Il le savait déjà. « Monsieur, dit-il à D'Artagnan, vous aviez parfaitement raison. Veuillez me laisser causer un moment avec monsieur le comte de la Fère. » D'Artagnan profita du congé pour aller dire bonjour à Grimaud. Monk pria Athos de le conduire à la chambre qu'il habitait. Cette chambre était pleine encore de fumée et de débris. Plus de 50 balles avaient passé par la fenêtre et avaient mutilé les murailles. On y trouva une table, un encrier et tout ce qu'il faut pour écrire. Monk prit une plume et écrivit une seule ligne, signa, plia le papier, cacheta la lettre avec le cachet de son anneau et remit la missive à Athos en lui disant « Monsieur, portez, s'il vous plaît, cette lettre au roi Charles II et partez à l'instant même si rien ne vous arrête plus ici. » « Et les barils ?» dit Athos. « Les pêcheurs qui m'ont amené vont nous aider à les transporter à bord. Soyez partis, s'il se peut, dans 1 heure. »« Oui, général, » dit Athos. « Monsieur d'Artagnan » cria Monk par la fenêtre. D'Artagnan monta précipitamment. « Embrassez votre ami et lui dites adieu, monsieur, car il retourne en Hollande. »« En Hollande » s'écria D'Artagnan. « Et moi ? Vous êtes libre de le suivre, monsieur. Mais je vous supplie de rester, » dit Monk. « Me refusez-vous ? » « Oh, non, général, je suis à vos ordres. » D'Artagnan embrassa Athos et n'eut que le temps de lui dire adieu. Monk les observait tous les 2. Puis il surveilla lui-même les apprêts du départ, le transport des barils à bord, l'embarquement d'Athos, et prenant par le bras D'Artagnan tout ébahi, tout ému, il l'emmena vers Newcastle. Tout en allant au bras de Monk, D'Artagnan murmurait tout bas. « Allons, allons, voilà, ce me semble, les actions de la maison Planchet et Scie qui remontent. » Chapitre 31. Monk se dessine.
D'Artagnan, bien qu'il se flattât d'un meilleur succès, n'avait pourtant pas très bien compris la situation. C'était pour lui un grave sujet de méditation que ce voyage d'Athos en Angleterre, cette ligue du roi avec Athos et cet étrange enlacement de son dessein avec celui du comte de la Fère. Le meilleur était de se laisser aller. Une imprudence avait été commise, et tout en ayant réussi comme il l'avait promis, D'Artagnan se trouvait n'avoir aucun des avantages de la réussite. Puisque tout était perdu, on ne risquait plus rien. D'Artagnan suivit Monk au milieu de son camp. Le retour du général avait produit un merveilleux effet, car on le croyait perdu. Mais Monk, avec son visage austère et son glacial maintien, semblait demander à ses lieutenants empressés et à ses soldats ravis la cause de cette allégresse. Aussi, aux lieutenants qui étaient venus au-devant de lui et qui lui témoignaient l'inquiétude qu'ils avaient ressentie de son départ, « Pourquoi cela ?» dit-il. « Suis-je obligé de vous rendre des comptes ? Mais, votre honneur, les brebis sans le pasteur peuvent trembler. » « Trembler, répondit Monk avec sa voix calme et puissante. Ah, monsieur, quel mot ! Dieu me damne, si mes brebis n'ont pas dents et ongles, je renonce à être leur pasteur. Ah, vous trembliez, monsieur ? Général, pour vous. Mêlez-vous de ce qui vous concerne, et si je n'ai pas l'esprit que Dieu envoyait à Olivier Cromwell, j'ai celui qu'il m'a envoyé. Je m'en contente, pour si petit qu'il soit. L'officier ne répliqua pas. Et Monk, ayant ainsi imposé silence à ses gens, tous demeurèrent persuadés qu'il avait accompli une œuvre importante ou fait sur eux une épreuve. C'était bien peu connaître ce génie scrupuleux et patient. Monk, s'il avait la bonne foi des puritains, ses alliés, dut remercier avec bien de la ferveur le saint patron qu'il avait pris de la boîte de M. d'Artagnan. Pendant que ces choses se passaient, notre mousquetaire ne cessait de répéter « Mon Dieu, fait que M. Monk n'ait pas autant d'amour-propre que j'en ai moi-même, car, je le déclare, si quelqu'un m'eût mis dans un coffre avec ce grillage sur la bouche et mené ainsi, voituré comme un veau par-delà la mer, je garderais un si mauvais souvenir de ma mine piteuse dans ce coffre et une si laide rancune à celui qui m'aurait enfermé. Je craindrais si fort de voir éclore sur le visage de ce malicieux un sourire sarcastique, ou dans son attitude une imitation grotesque de ma position dans la boîte que, mordiou, je lui enfoncerais un bon poignard dans la gorge en compensation du grillage et le clouerais dans une véritable bière en souvenir du faux cercueil où j'aurais moisi 2 jours. Et d'Artagnan était de bonne foi en parlant ainsi, car c'était un épiderme sensible que celui de notre Gascon. Monk avait d'autres idées, heureusement. Il n'ouvrit pas la bouche du passé à son timide vainqueur, mais il l'admit de fort près à ses travaux, l'emmena dans quelque reconnaissance, de façon à obtenir ce qu'il désirait, sans doute vivement, une réhabilitation dans l'esprit de d'Artagnan. Celui-ci se conduisit en maître juré flatteur. Il admira toute la tactique de Monk et l'ordonnance de son camp. Il plaisanta fort agréablement les circonvallations de Lambert, qui, disait-il, s'était bien inutilement donné la peine de clore un camp pour 20 000 hommes, tandis qu'un arpent de terrain lui eût suffi pour le caporal et les 50 gardes qui, peut-être, lui demeureraient fidèles. Monk, aussitôt à son arrivée, avait accepté la proposition d'entrevue faite la veille par Lambert et que les lieutenants de Monk avaient refusée, sous prétexte que le général était malade. Cette entrevue ne fut ni longue ni intéressante. Lambert demanda une profession de foi à son rival. Celui-ci déclara qu'il n'avait d'autre opinion que celle de la majorité. Lambert demanda s'il ne serait pas plus expédient de terminer la querelle par une alliance que par une bataille. Monk, là-dessus, demanda 8 jours pour réfléchir. Or, Lambert ne pouvait les lui refuser, et Lambert, cependant, était venu en disant qu'il dévorerait l'armée de Monk. Aussi, quand, à la suite de l'entrevue, que ceux de Lambert attendaient avec impatience, rien ne se décida, ni traité, ni bataille, l'armée rebelle commença, ainsi que l'avait prévu M. d'Artagnan, à préférer la bonne cause à la mauvaise, et le Parlement, tout croupion qu'il était, au néant pompeux des desseins du général Lambert. On se rappelait, en outre, les bons repas de Londres, la profusion d'ale et de sherry que le bourgeois de la cité payait à ses amis, les soldats.
On regardait avec terreur le pain noir de la guerre, l'eau trouble de la Tweed, trop salée pour le verre, trop peu pour la marmite. Et l'on se disait « Ne serions-nous pas mieux de l'autre côté ? Les rôtis ne chauffent-ils pas à Londres pour Monk ?» Dès lors, l'on n'entendit plus parler que de désertion dans l'armée de Lambert. Les soldats se laissaient entraîner par la force des principes qui sont, comme la discipline, le lien obligé de tout corps constitué dans un but quelconque. Monk défendait le Parlement, Lambert l'attaquait. Monk n'avait pas plus envie que Lambert de soutenir le Parlement, mais il l'avait écrit sur ses drapeaux, en sorte que tous ceux du parti contraire étaient réduits à écrire sur le leur « Rébellion », ce qui sonnait mal aux oreilles puritaines. On vint donc de Lambert à Monk, comme des pêcheurs viennent de Bâle à Dieu. Monk fit son calcul. À 1000 désertions par jour, Lambert en avait pour 20 jours. Mais il y a dans les choses qui croulent un tel accroissement du poids et de la vitesse qui se combinent que 100 partirent le premier jour, 500 le second, 1000 le troisième. Monk pensa qu'il avait atteint sa moyenne. Mais de 1000, la désertion passa vite à 2000, puis à 4000. Et 8 jours après, Lambert, sentant bien qu'il n'avait plus la possibilité d'accepter la bataille si on la lui offrait, prit le sage parti de décamper pendant la nuit pour retourner à Londres et prévenir Monk en se reconstruisant une puissance avec les débris du parti militaire. Mais Monk, libre et sans inquiétude, marcha sur Londres en vainqueur, grossissant son armée de tous les partis flottant sur son passage. Il vint camper à Barnet, c'est-à-dire à 4 lieues, chéri du Parlement qui croyait voir en lui un protecteur, et attendu par le peuple qui voulait le voir se dessiner pour le juger. D'Artagnan lui-même n'avait rien pu juger de sa tactique. Il l'observait, il admirait. Monk ne pouvait entrer à Londres avec un parti pris sans y rencontrer la guerre civile. Il temporisa quelque temps. Soudain, sans que personne s'y attendît, Monk fit chasser de Londres le parti militaire, s'installa dans la cité au milieu des bourgeois par ordre du Parlement, puis, au moment où les bourgeois criaient contre Monk, au moment où les soldats eux-mêmes accusaient leur chef, Monk, se voyant bien sûr de la majorité, déclara au Parlement croupion qu'il fallait abdiquer, lever le siège et céder sa place à un gouvernement qui ne fut pas une plaisanterie. Monk prononça cette déclaration appuyée sur 50 000 épées auxquelles, le soir même, se joignirent avec des hurrahs de joie délirante 500 000 habitants de la bonne ville de Londres. Enfin, au moment où le peuple, après son triomphe et ses repas orgiaques en pleine rue, cherchait des yeux le maître qu'il pourrait bien se donner, on apprit qu'un bâtiment venait de partir de la haie, portant Charles II et sa fortune. « Messieurs, dit Monk à ses officiers, je pars au-devant du roi légitime. Qui m'aime, me suive. » Une immense acclamation accueillit ces paroles, que d'Artagnan n'entendit pas sans un frisson de plaisir. « Mordiou, dit-il à Monk, c'est hardi, monsieur. »« Vous m'accompagnez, n'est-ce pas ?» dit Monk. « Pardieu, général, mais dites-moi, je vous prie, ce que vous aviez écrit avec Athos, c'est-à-dire avec monsieur le comte de la Fère, vous savez, le jour de notre arrivée. »« Je n'ai pas de secret pour vous, » répliqua Monk. « J'avais écrit ces mots. Sire, j'attends votre majesté dans 6 semaines à Douvres. »« Ah, fit d'Artagnan, je ne dis plus que c'est hardi. Je dis que c'est bien joué. Voilà un beau coup. »« Vous vous y connaissez, » répliqua Monk. C'était la seule allusion que le général eût jamais faite à son voyage en Hollande.